Regardez, c'est le Parisien qui détaille ce nouveau missile. Il y a sans arrêt des nouveaux missiles de la Russie. Il y a une espèce d'inflation comme ça, catalogue, toutes les semaines ou parfois tous les jours. L'armée russe est armée d'un nouveau modèle de petits missiles de croisière avec lequel ils auraient frappé le territoire de l'Ukraine début août. L'arme ressemble au missile de croisière franco-britannique Storm Shadow. Il s'en rapproche davantage. Ils l'ont baptisé Peklo. Comment est-ce que vous comprenez cette sorte de surenchère quasi quotidienne où les Russes présentent à leurs opinions, aux spécialistes, ou font croire en tout cas qu'ils ont une capacité de rénover comme ça leur armée à un rythme aussi soutenu? Poutine a une fascination pour toutes ces nouvelles armes. C'est pas la première fois qu'il les présente. Là, on est en situation de guerre, mais il les avait déjà présentées en 2018 à la veille de sa réélection. Et un immense show, absolument, et disant, vous n'avez pas voulu nous parler ou nous écouter, maintenant vous allez nous écouter. C'est-à-dire, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour lui, ce qui compte, effectivement, c'est le militaire et la puissance de ces armes. Alors, il annonce toujours qu'elles sont produites en série, on n'en sait rien, mais c'est toujours, effectivement, la même présentation. Est-ce qu'on sous-estime ce danger? Moi, je suis toujours frappé, c'est vous, Renaud Girard, qui insistez là-dessus, de la même façon qu'il y a eu aux portes de l'Europe le militarisme prussien, porte de l'Europe de l'Ouest. Le militarisme prussien, le militarisme, c'est vraiment une idée profonde. C'est l'idée que tout se règle par la chose militaire. Et Poutine en est arrivé là. Oui, je pense que oui, c'est un choix qui a été fait dans la société russe. Et vous avez diffusé sur cette chaîne beaucoup de reportages où on les voit, l'apprentissage des armes dans les écoles très jeunes, etc. Il y a un militarisme russe. C'est pas la tendance qu'avait pris Poutine au début de son pouvoir, dans les années, je dirais, 2000-2005, mais ensuite, il y a une inflexion, et maintenant une inflexion extrêmement nette. Alors, ce militarisme, les Américains, c'est pour ça que Trump réagit comme ça, les Américains n'en ont pas peur, parce que c'est vraiment très loin d'eux, mais effectivement, les Chinois non plus, parce qu'ils ont une masse et maintenant une économie et une masse très importante pour se défendre. Ils n'ont plus peur des Russes. Ils pouvaient en avoir peur, et encore, ils n'en avaient pas peur en 69, c'est plus maintenant. Mais c'est les Européens qui, évidemment, se disent, toute cette force russe, tout ce militarisme russe, il est dirigé vers quoi? Oui. Est-ce qu'il y a une inquiétude? Expliquez-nous, pardon. Quelle est l'inquiétude européenne? Moi, je suis frappé de voir à quel point l'idée du champ de bataille, l'idée que l'Europe pourrait être le champ de bataille de la prochaine guerre. C'est que là, on parle tout le temps de profondeur stratégique des Russes parce qu'ils ont des milliers de kilomètres carrés, d'ailleurs inexploités et habités de malheureux qui ivrognes. Mais le reste. Enfin, chut. Attention, préjugé. Tout le monde n'est pas ivrogne. Bon, d'accord. Je retire le mot de vous, ne fâchez pas. Dès le matin, je suis désolé. Il n'empêche, écoutez, moi j'y vais beaucoup, il n'empêche que la profondeur stratégique des Ukrainiens, c'est nous, c'est l'Europe et c'est l'Amérique. C'est-à-dire qu'elle est immense, cette profondeur stratégique. Et elle est peuplée de gens qui savent faire quand même. Expliquez-nous ce fait à la fois géographique et tactique. Le fait que pourquoi l'Europe est destinée, vouée, c'est terrible à dire, à être le champ de bataille. Pourquoi ? D'abord parce que l'Europe est la seule à penser que l'expansionnisme de Poutine est dangereux pour l'Europe. C'est ça la raison. C'est la vérité. Il ne faut pas se poser une autre question. Et d'ailleurs, quand il parle de ces missiles, il sait très bien qu'il ne s'adresse pas sur des missiles intercontinentaux, il s'adresse à l'Europe. Alors nous, derrière, on a 100, puis il serait temps de les développer un peu plus vite et d'avoir la barrière que l'on peut mettre en place, qui vaudra largement ce que Trump veut pas donner, si on y met les moyens et la vitesse pour les créer. Écoutez Yakovlev, Gérald Yakovlev, qui n'est pas suspect d'être anti-américain primaire, et pas du tout, mais qui dit, cette chose incroyable tout à l'heure sur l'antenne, il dit, oui, c'est normal, je comprends un peu les Américains, eux, ils ont un océan, il y a un océan entre eux, donc leurs intérêts ne sont pas tout à fait les intérêts des Européens. Ils ne partagent pas tout à fait l'inquiétude des Européens. Écoutez, vous allez réagir. Je me mets à la place des Américains. Ils ont raison de dire que, par exemple, c'est quand même bizarre que 450 millions d'Européens aient besoin de 350 millions d'Américains pour les défendre contre 140 millions de Russes. On est sur quelle planète ? Donc, je trouve ce point de vue des Américains parfaitement légitime. Ce qu'il y a, c'est qu'en Europe, nos amis européens, je ne dis pas les Français, nos amis européens dorment depuis 50 ans et le réveil est difficile.
Mais les Américains ont raison, il y a l'océan qui les sépare, et ce qui se passe en Ukraine n'est pas un intérêt vital pour les États-Unis. C'est honnête de le dire, ça. Ce qui est dit là est très profond. La fameuse expression de Mitterrand, les pays ont la politique de leur géographie. Il y a l'océan. L'océan, ça compte tout. Et il y a l'océan, mais eux, ils veulent garder le contrôle de l'océan Pacifique qu'ils ont conquis avec des brillantes opérations navales entre 1941 et 1945. Ça, ils veulent garder. Ils veulent rester la grande puissance de l'Indo-Pacifique et ils ne sont pas prêts à donner le leadership en Indo-Pacifique aux Chinois. En revanche, l'Europe, pour eux, c'est beaucoup trop loin et on peut pas dire qu'ils aient caché leurs intentions puisque dès l'arrivée aux affaires de Trump, il a envoyé son secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, à l'OTAN, qui a fait un discours en disant « Je vous préviens, nous allons concentrer nos efforts sur l'Indo-Pacifique et donc la défense de la zone atlantique, c'est-à-dire de l'Europe, ça vous regarde. » Question très directe, à vous ici sur ce plateau. Si demain, comme semble craindre par mon président Zelensky, mais aussi les Baltes, ils tentent quelque chose contre les Baltes, est-ce que les Américains feront quelque chose en prenant des risques, c'est-à-dire soit pour leurs hommes, soit pour leur ville, s'il devait y avoir un contre-feu contre les Américains. Est-ce qu'ils feront quelque chose ? Je pense qu'ils ne le feront pas. Ils laisseront les Européens le faire. Peut-être qu'ils fourniront des armes, mais je ne pense pas. Trump a dit dès le début qu'il n'enverrait pas de GI sur le terrain. Puis Poutine fera ça bien. Il commencera par prendre Narva, et puis voilà, ça sera petit à petit. Alors, cela dit, les Américains nous méprisent, comme les Russes nous méprisent. Moi, j'avais eu une fois une réunion qu'on appelle Track 2, avec des Anglais, des Américains, des Allemands. Et il y avait un ancien ambassadeur américain qui était un démocrate et qui nous a dit « Mais vous êtes totalement nuls, vous les Européens. Vous êtes incapables de faire quoi que ce soit sans nous. Vous n'avez même pas profité des 4 ans de Trump qui vous l'a dit tous les jours. Et donc, vous êtes absolument désespérants. » Donc, voilà. Et c'est vrai. On s'est dit, c'est une parenthèse, c'est pas grave. Alors on était content de revoir Biden, moi, monsieur, en apparence aimable avec les Européens, ce qui n'a pas empêché de conclure AUKUS dans notre dos sur les sous-marins. Et de mentir effrontément. Et de mentir effrontément. Et effectivement, je dirais, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Et aujourd'hui, on n'est pas prêts. Les Américains, le problème des Ukrainiens, c'est que les Américains ne veulent pas et que les Européens ne peuvent pas. Macha Merrill. Moi, je pense que les valeurs, quand même, on dit tout le temps cette chose, mais c'est très fort, nous unissent. On est quand même dans le même camp, les Américains et nous. Et s'ils vont toucher les Baltes, les Russes, je vous assure que les Américains ne vont pas être insensibles, ne vont pas laisser faire ça. Même Trump. Et même Trump, il est en train de prendre conscience, il est en train de comprendre le plan Poutine. Vous savez ce qui ne va pas chez Poutine ? C'est que son truc, c'est vieux. C'est un monde vieux, avec son orthodoxie là, qui nous met tout le temps sur le tapis, à laquelle il ne croit pas lui-même, et qui est une chose pour unir les gens avec des méthodes anciennes. Et les Américains, qui sont des modernistes naturels, parce que c'est un pays libre, où les entreprises ont pu se développer, où les idées ont pu se développer, ils vont bientôt comprendre ça, qu'il y a dans le projet de Poutine. Je suis persuadé que Poutine est sincère, j'espère pour lui. Mais le drame, c'est qu'il redoute la démocratie à ses portes. Pourquoi vous croyez qu'il a soutenu Loukachenko ? C'était qu'il y avait une vague démocratique terrible. Pourquoi est-ce que l'Ukraine ? C'est parce qu'il y a la trouille de cette démocratie à ses pieds, très proches. Les frontières sont poreuses maintenant. Et les Russes, ils commencent à comprendre tout de même qu'on vit mieux de l'autre côté. On parle toujours des russophones dans les pays baltes qui seraient sensibles aux sirènes de Poutine. Ce n'est pas vrai. Il faut y avoir été pour voir que ces gens, ils veulent surtout pas quitter l'Europe. On parlait du mépris. Comment réagissent les Russes au fait qu'ils ont réussi à avancer toujours plus en Europe sans avoir une réaction si forte des Européens ? Regardez, quand on fait le compte de la guerre de Tchétchénie 1999, alors ça c'était la guerre intérieure, mais enfin ils ont quand même détruit Grozny, les Européens n'ont pas bougé. Oui ?
C'est difficile de bouger, on ne va pas intervenir quand là, c'était vraiment, il y a des problèmes intérieurs. Ouais. C'est un peu plus que des petits problèmes intérieurs. Il a rasé en Tchétchénie. Nous, on a accueilli des Tchétchènes sans vérifier qui c'était. Voilà. Non, mais ça, c'est autre chose. Mais en Tchétchénie, il y avait un type qui s'appelait Masradov, qui n'était pas du tout un extrémiste, qui dirigeait la République autonome de Tchétchénie, et que sous les bombes, j'avais été interviewé dans mon très mauvais russe, il avait mis un drapeau, c'était très touchant, parce que le type s'était bombardé de partout, et il m'avait demandé, est-ce que je pourrais essayer d'avoir une médiation française entre lui, pas les radicaux, mais lui, pas les wahhabistes qu'on disait à l'époque, mais lui et Poutine. Et j'ai dit, écoutez, oui, quand je reviendrai, si j'arrive à revenir à Paris, j'irai à l'Élysée, je demanderai, etc. Et j'avais... vous êtes comme Albert Londres, vous êtes un peu agent français en même temps. Voilà, exactement. Et donc je suis revenu, et bon, j'ai appelé Dominique Dupuy, oh là, ça ne m'intéresse pas, vas-y, va voir le conseiller diplomatique, etc. J'ai été voir, et il m'a dit, non, la France ne voulait pas bouger. N'a pas bougé. Et l'Angleterre, qui ensuite a été la première, et aujourd'hui la première à donner des leçons, l'Angleterre a été la première à reconnaître le nouveau régime Poutine. Vous vous souvenez du voyage de Tony Blair avec Chéri enceinte à Moscou, et ensuite Tony Blair a fait recevoir Poutine par la reine. Donc en fait, non. Et c'est très beau, les valeurs, et nous sommes tous attachés aux valeurs, à nos valeurs françaises en ce qui nous concerne, mais des guerres pour les valeurs, il n'y en a pas eu beaucoup dans le monde. Et c'est toujours plus ou moins pour les valeurs. Je ne sais pas, les Américains partager les valeurs de la démocratie. Quand la démocratie française et britannique en 1939 ont été attaquées par le nazisme, les Américains n'ont pas bougé. Il a fallu qu'ils soient attaqués pour des raisons impériales par le Japon pour qu'ils se mettent à bouger. Avançons, quand on voit cette succession effectivement des guerres, il y a eu la Tchétchénie, la Géorgie, ça cette fois, il occupe toujours 20% des territoires en Géorgie, il occupe la Crimée depuis 2014, 2022, les territoires et des villes détruites. Regardez ces images de Toretsk, parmi les villes en Ukraine. Là, on est à quelques heures de Paris. Voilà, ces images tellement épouvantables de villes entièrement rasées. Si les Russes prennent Pokrovsk, ce sera peut-être le sort de Pokrovsk. Et cette Russie-là, elle continue d'avancer et les Européens n'ont pas réussi à en faire davantage. Tout à l'heure, sur ce plateau, on faisait l'histoire fiction. Si les Russes n'avaient pas l'arme atomique, qu'auraient fait les Européens? Qu'est-ce qui se serait passé de différent? Il y aurait eu l'opération Unsinkable dont on avait parlé dès 1945, à l'époque où il n'avait pas la bombe, justement. Après, comme disait... Mais c'est-à-dire, qu'est-ce qui se serait passé? Allez, en 2022, ils envahissent l'Ukraine. On aurait fait la même chose que ce qu'on a fait contre Saddam quand il a envahi le Koweït. Et si Saddam avait eu la bombe, on ne serait jamais intervenu de la même manière. Donc, on n'aurait pas vu ces images-là. Sans doute. S'il n'y avait pas le parapluie nucléaire russe, les Européens auraient empêché ça. C'est ça qui nous en retient. Le nucléaire responsabilise dans les deux sens. Mais j'ajouterais juste très brièvement une chose. Dans la litanie chronologique qu'on vient de voir, je rajouterai une date qu'on a un peu tendance à oublier. 1992. Les Russes font la sécession de la Transnistrie dans le sang, et dès l'année suivante, le vice-président russe Routskoï, en 1993, dit déjà « la Crimée, c'est à nous, on va la reprendre. L'Estonie, c'est à nous, on va la reprendre. » Les Polonais, les Baltes commencent à dire que ça commence à être inquiétant. Réponse de l'administration Clinton et des chancelleries ouest-européennes, on s'en fout.